Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les formes indirectes de la puissance, une approche géopolitique. Posons d'abord la problématique et voyons comment les trois domaines donnés par le programme, c'est-à-dire les langues, les géants du numérique et la maîtrise des voies de communication, affirment de nouvelles formes de puissance. Grand 1 d'abord, les langues, un élément clé du soft power. Petit 1, les politiques linguistiques des États. Il faut rappeler qu'à l'origine, une langue est un vecteur de communication au sein d'un groupe humain, ce qui en permet la cohésion. D'ailleurs, dans le monde, plus de 6000 langues sont parlées. Alors, parmi celles-ci, 6 langues dominantes sont parlées par la moitié de l'humanité. C'est l'anglais, le chinois mandarin, l'hindi, l'espagnol, l'arabe et le français. Pourtant, ces langues, dans un contexte de concurrence accrue entre les États, deviennent un facteur d'influence pour la diffusion de la culture du pays. Pour prendre un cas ancien, on peut prendre l'exemple de la diffusion du latin au sein des élites romanisées. Cette diffusion du latin peut se comprendre comme un enjeu de pouvoir, mais également un enjeu d'identité. C'est-à-dire que dans l'Empire romain, au sein des élites, l'utilisation du latin comme langue officielle permettait la cohésion et ce sentiment d'appartenance à l'Empire. Au XIXe siècle ou à partir du XIXe siècle, certains États ont mis en place des politiques linguistiques qui permettent à la langue de devenir un des leviers du soft power, selon la classification de Joseph Ney en 1990. Il oppose ça au hard power, c'est-à-dire, on le rappelle, le pouvoir de coercition d'un État. Pour diffuser la culture du pays, certains États se dotent d'institutions, d'organisations permettant la promotion de la culture et de la langue nationale. On va prendre l'exemple de la France, parce que la France est à ce titre un bon exemple. Ainsi, l'Alliance française a été créée en 1883. C'est une organisation internationale qui a pour but de promouvoir la langue et la culture française. Elle compte aujourd'hui 133 instituts dans le monde dans lesquels on peut par exemple apprendre le français. Mais l'Alliance française fait partie de l'organisation plus large de la francophonie. Alors, la carte que j'ai mise ici permet de voir les différents pays qui appartiennent à un titre ou à un autre à la francophonie. Il faut distinguer deux sens au mot francophonie. La francophonie avec un F minuscule, c'est l'ensemble des personnes qui parlent français, tandis que la francophonie avec un F majuscule, cela regroupe l'ensemble des pays où la langue française est une des langues officielles. À partir de 1970, la francophonie s'est dotée d'outils institutionnels par le biais de ce qu'on appelle l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Celle-ci est composée de 88 États dans le monde et organise tous les 2 ans le sommet de la francophonie qui a à la fois pour but de promouvoir la langue française et l'éducation, mais aussi de participer à la garantie de la paix, de la démocratie, de la défense des droits de l'homme. Sur l'exemple français, d'autres pays ont également créé leur propre organisation linguistique. On peut citer le Royaume-Uni avec le British Council, qui compte 11 millions d'inscrits en 2018, l'Institut Cervantes espagnol qui a été créé en 1991, et plus récemment, en 2004, la Chine a également créé son propre institut linguistique, c'est l'Institut Confucius qui compte 142 instituts dans le monde et 1590 classes. Cela en fait l'institut linguistique le plus répandu dans le monde. Petit 2, on assiste aujourd'hui à une rivalité entre les langues. En effet, certaines langues dominantes sont en concurrence dans le monde économique ou dans les grandes organisations mondiales. Dans ces deux domaines, l'anglais reste la langue de communication internationale
entrant ainsi en concurrence avec, par exemple, le français. On parle, pour la désigner, de lingua franca, c'est-à-dire une langue de communication entre des groupes qui ne parlent pas la même langue. Une sorte de médiateur entre groupes ne parlant pas la même langue et qui trouverait dans une langue, dans la pratique en tout cas d'une langue commune, un vecteur de communication. L'anglais progresse également dans les institutions internationales. On peut prendre à ce titre l'exemple de l'Union européenne, qui reconnaît 24 langues, mais 3 langues de travail, et 80% des documents de la Commission européenne sont rédigés en anglais, contre moins de 5% pour le français et moins de 2% pour l'allemand. Pourtant, dans le monde, le français conserve une place importante. Une récente étude montre que le français est la 3e langue des affaires derrière l'anglais et le chinois mandarin. Le français sert aussi de levier de puissance du fait de la reconnaissance institutionnelle dont il profite en étant une des langues officielles de plusieurs instances internationales. On a parlé déjà de l'Union européenne, mais on peut citer l'ONU ou encore le CIO, le Comité international olympique. Et puis enfin, 3e domaine, même si elle est en net recul dans ces instances-là, elle reste, cette langue française, la 4e langue la plus utilisée sur Internet. Après la langue, il y a un autre domaine qui permet de comprendre ces nouveaux leviers de puissance, ces formes indirectes de la puissance, c'est la maîtrise des nouvelles technologies. Grand 2, la maîtrise des nouvelles technologies, un élément clé de la puissance. Et voyons d'abord, petit 1, les géants du numérique, une puissance économique. Bon, depuis les années 2000, des entreprises spécialisées dans l'Internet ou qui ont pour support d'activité l'Internet s'affirment comme des géants du numérique. On utilise souvent l'acronyme de GAFAM pour désigner Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Mais ce phénomène s'étend aujourd'hui largement en Asie où on utilise l'acronyme BATX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alors, ce sont peut-être des entreprises chinoises qui nous sont moins familières. Baidu est le principal moteur de recherche en Chine. Alibaba, c'est le pendant d'Amazon pour le commerce numérique asiatique. Tencent est spécialisé dans les services en ligne, notamment les réseaux sociaux. Et puis Xiaomi est une entreprise chinoise de produits électroniques et informatiques, par exemple la téléphonie mobile. Ces entreprises ont une puissance économique extrêmement forte. Si on revient au GAFA maintenant, la capitalisation boursière des 5 GAFAM représente presque le double de l'ensemble de la capitalisation boursière des 40 entreprises françaises les plus performantes, ce qu'on appelle le CAC 40. Donc si on additionne la capitalisation boursière, c'est-à-dire le prix entre guillemets que vaut l'entreprise à la bourse, on additionne ces 5 et on est quasiment au double des 40 entreprises françaises en capitalisation boursière. D'ailleurs, certains classements économiques prennent en compte la puissance financière de ces entreprises et les classent à l'égal des États. Et à ce petit jeu-là, on peut constater que le total des chiffres d'affaires des 5 GAFAM dépasse le PIB de la France. Donc, ça nous montre quand même cette dimension économique majeure. La réussite de ces entreprises s'explique par leur nouveau modèle économique. Il est basé non plus sur des produits matériels, mais basé sur les données des utilisateurs. Et que ce soit les GAFAM ou les BATX, les deux s'appuient sur ce qu'on appelle les big data. C'est-à-dire la capacité des ordinateurs à calculer un nombre de données et à agréger un nombre de données hallucinant. Cela explique d'ailleurs pourquoi des entreprises comme Facebook ne cessent de vouloir accroître leur nombre d'utilisateurs. Facebook en revendique aujourd'hui 2,3 milliards. On peut prendre un autre exemple, Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé au monde, qui totalise 80% des recherches mondiales. Alors aujourd'hui, pour faire perdurer ce modèle économique basé sur les données des utilisateurs, la nouvelle stratégie économique des GAFAM
peut-être un petit peu moins des BATX, mais au moins des GAFAM, est basé sur la diversification. On peut prendre plusieurs secteurs. Les GAFAM se lancent dans la finance avec par exemple Apple Pay, également dans les télécoms, la domotique, la robotique. On peut citer le rachat de Motorola par Google, les enceintes ou les montres connectées, etc. Enfin, tous les produits un petit peu qu'on connaît aujourd'hui. On peut citer aussi l'alimentation avec le rachat de la chaîne de magasins Whole Foods par Amazon en 2017. Alors Whole Foods en France, c'est pas une chaîne de magasins très connue, hein, mais c'est extrêmement connu dans le monde anglo-saxon, hein, très performant, racheté donc par Amazon. Et puis les médias et la communication avec le rachat de YouTube par Google, d'Instagram et de WhatsApp par Facebook par exemple. Au point de vue de la puissance, on peut noter, petit 2, que les géants du numérique et les États entretiennent des relations déséquilibrées. En effet, les entreprises du numérique peuvent être associées au soft power de certains États. Ainsi, les GAFAM, dans une certaine mesure, participent à la diffusion du modèle culturel américain. En Chine, les géants BATX se développent d'ailleurs sous la protection du gouvernement chinois qui interdit le marché chinois aux géants américains. Et bien sûr, en faisant ça, il laisse tous les utilisateurs au BATX. Mais pourquoi on parle alors de relations déséquilibrées ? D'abord, parce que ces entreprises se jouent des frontières en matière de législation. Les GAFAM, qui répondent à la loi américaine, sont par exemple propriétaires des données collectées sur les utilisateurs. Deuxièmement, elles profitent de règlements fiscaux hétérogènes dans le monde, ce qui favorise des pratiques d'optimisation fiscale. Enfin, dans un autre domaine, elles sont souvent accusées d'influencer l'opinion publique par des algorithmes, souvent assez opaques, qui privilégient la mise en avant de telle ou telle information au détriment d'autres. Au même titre, des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter sont régulièrement accusés de véhiculer des fausses nouvelles, des fake news. Mais ces derniers temps, quand même, on assiste à une réaction des États. Depuis quelques années, les États ont réagi en tentant de mettre en place une régularisation des pratiques de ces entreprises. On va donner 3 exemples. En 2017, l'Union européenne a infligé une amende de 2,7 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante, ce qu'on pourrait appeler monopole, ce qui est interdit en Europe. En 2018, qui a été une année terrible pour Facebook, face à la fuite de données de plus de 80 millions d'utilisateurs, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a été auditionné par le Sénat américain. Enfin, l'Union européenne a voté en 2018 le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général sur la protection des données, qui protège mieux les données des utilisateurs. Enfin, troisième domaine, grand 3, la maîtrise des voies de communication dans la puissance. Petit 1, l'importance des axes et des réseaux. Alors, depuis l'Antiquité, le contrôle des voies de communication a toujours représenté un élément stratégique important de la puissance des États. Dans une précédente leçon sur l'essor des puissances, un regard historique, je vous prenais l'exemple de l'empire de Gengis Khan, qui avait maîtrisé les voies de communication en vue du commerce. Au XIXe siècle, le développement économique des pays s'est appuyé sur leur capacité à construire un réseau ferroviaire efficace. Aujourd'hui, 80% des marchandises sont transportées par voie maritime, ce qui nécessite la construction et l'entretien d'infrastructures portuaires modernes, comme le montre la construction du port en eau profonde de Yangshan, ça se situe à Shanghai, qui est le premier port à conteneurs du monde. Donc, on le voit, dans un contexte de mondialisation accélérée, le soft power des États s'appuie sur leur capacité à contrôler des voies de communication de plus en plus performantes, de plus en plus rapides. C'est un enjeu d'importance majeure, notamment pour les pays émergents qui cherchent à compléter leur puissance économique. Et à ce titre, on va étudier petit 2 l'exemple du projet chinois des nouvelles routes de la soie. Alors, ce projet, on peut voir d'abord les caractéristiques du projet. C'est un projet absolument pharaonique.
À partir de 2013, le nouveau président chinois, Xi Jinping, lance officiellement un immense plan d'investissement de plusieurs centaines de milliards de dollars. Alors, selon les estimations, on parle de 100 milliards de dollars, 300 milliards de dollars, certains vont même jusqu'à 1000 milliards de dollars. Pourquoi ce plan d'investissement? Pour la construction de nouvelles infrastructures destinées à devenir des leviers de la puissance chinoise. Ce projet est appelé par les Occidentaux les nouvelles routes de la soie, mais il est appelé par les Chinois une route, une ceinture. Alors, pourquoi une route, une ceinture? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs catégories d'infrastructures. D'abord, une route. Il s'agit de la construction d'infrastructures terrestres, pas forcément des routes d'ailleurs, donc d'infrastructures terrestres depuis la Chine vers l'Europe et l'Afrique, et qui irriguent l'Asie centrale pour faire du territoire chinois un pivot en Asie. Ça va être la construction d'un réseau routier asiatique qui débute ou qui termine en Chine, mais qui passe par le Laos, certaines routes par le Pakistan, etc. Ça va être également la construction de lignes ferroviaires, par exemple celle qui relie la Chine à l'Europe en 15 jours en passant par la Russie. Et puis, toujours terrestre, ça va être la constitution d'un réseau d'oléoducs et de gazoducs, notamment vers l'Asie centrale. Pourquoi une ceinture maintenant? Une ceinture, cela désigne l'ensemble des infrastructures maritimes et portuaires. La Chine obtient des contrats d'exploitation dans de nombreux ports, notamment dans l'océan Indien, mais également en mer Méditerranée. Ainsi, la Chine, en 2014, enfin la Chine, l'entreprise chinoise COSCO, qui est une entreprise d'affrètement maritime, rachète le port d'Athènes, le Pirée. Et depuis, ce rachat d'activités portuaires par des entreprises chinoises ne cesse de s'accélérer. Alors, voyons les objectifs du projet, un peu plus en détail. C'est un projet à la fois économique et géopolitique. Voici une carte des différents États qui sont impliqués à un titre ou à un autre dans ce projet des nouvelles routes de la soie, souvent parce qu'ils reçoivent et acceptent des investissements d'entreprises ou du gouvernement chinois. Alors, ce projet est avant tout un projet économique, c'est-à-dire que les nouvelles routes de la soie ont pour but de faire perdurer la croissance de la Chine. Il s'agit pour elle de s'assurer d'un approvisionnement sécurisé en énergie et en matières premières et, à l'inverse, de raccourcir les distances temps, c'est-à-dire le temps qu'on met à parcourir une certaine distance, afin de trouver de nouveaux débouchés. C'est le cas, bien entendu, des investissements massifs chinois en Afrique. Ce projet montre par ailleurs un peu plus la transition de la puissance chinoise d'une économie industrielle à une économie de services. Mais les dimensions géopolitiques d'un tel projet ne sont pas absentes. À l'échelle régionale, ce projet gigantesque permet à la Chine de se poser comme un acteur essentiel en Asie centrale, tout en assurant l'intégration territoriale du pays dans cet espace, il faut quand même le préciser, largement délaissé par les autres puissances. Et puis, à l'échelle mondiale, la Chine affiche ainsi ses ambitions de devenir une puissance globale, notamment en accédant au statut de grande puissance maritime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos de cours, d'entraînement, de méthodes. Vous pouvez également laisser un commentaire, bien entendu. C'est toujours bien pour moi d'avoir un retour, soit de choses que vous n'avez pas comprises ou de toute autre nature que ce soit.